une Afrique et un Sénégal inarrêtables, unstoppable, qui est le thème de cette discussion en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Qu'est-ce que ça veut dire, une Afrique inarrêtable aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, vous remercier pour cette invitation et vous remercier aussi à titre personnel pour les beaux mots que vous avez prononcés à mon endroit. Évidemment, nous savons que l'Afrique a un potentiel immense, presque inestimable, allons-nous dire. Aujourd'hui, ce que nous avons comme potentiel, c'est d'abord la ressource humaine. Mais de côté déjà, les ressources naturelles, j'y viendrai. Mais je pense que la principale ressource dont l'Afrique dispose aujourd'hui, c'est le capital humain. Et ce capital humain est constitué d'une jeunesse dynamique, innovante, audacieuse. Ce capital humain est constitué d'une jeunesse qui aspire aujourd'hui à transformer radicalement ce continent et qui a le potentiel, un continent jeune qui a les ressources qu'il faut pour se développer et compter d'abord sur lui-même. Sous ce rapport, quand nous estimons jusqu'où l'Afrique peut aller, même le ciel n'est pas une limite et donc l'Afrique est forcément inarrêtable. Ouais. Parlons-en de cette jeunesse justement. L'Afrique a une population jeune en pleine croissance. Au Sénégal, 70% de la population a moins de 30 ans aujourd'hui. Comment transformer cette démographie en atout économique? Quelles mesures concrètes avez-vous mises en place ou allez-vous mettre en place pour que cette jeunesse voie dans le Sénégal, votre pays, des opportunités plutôt qu'un point de départ vers l'exil? Parce que ça reste encore le cas malheureusement pour beaucoup de pays dans la région. C'est des points de départ pour l'exil en Europe. Que faire pour retenir cette jeunesse sur le continent aujourd'hui? Effectivement, vous avez raison. Nous avons aujourd'hui un défi certain. C'est celui de la remobilisation même de cette jeunesse. Comment lui donner l'espoir qu'il faut à travers de l'action concrète. Cette jeunesse a besoin d'être formée. C'est pour ça que quand je suis arrivé, nous avons travaillé sur une vision qui va sur 25 ans. L'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. L'un des axes majeurs de cet agenda, c'est le capital humain. Ce capital humain, pour nous, comme je le disais tantôt, c'est une jeunesse. Mais une jeunesse, pour pouvoir utiliser pleinement son potentiel, il faut lui donner le savoir et le savoir-faire, qu'elle puisse être pleinement utile à son pays, à elle-même et à la communauté de façon générale. Nous avons décidé donc de mettre la formation professionnelle au cœur de notre agenda à travers la dissémination de centres de formation professionnelle et technique sur l'ensemble du pays. Et l'axe fondamental, c'est une transformation du système éducatif qui doit orienter l'essentiel des apprenants vers une formation pour un métier effectif à exercer plutôt que de les laisser en masse aller vers l'enseignement général qui ne débouche pas sur une formation diplômante qui permette d'exercer un métier et d'être pleinement compétitif sur le marché du travail. Et sous ce rapport, nous sommes conscients que les compétences dont nous avons besoin sur l'ensemble des disciplines pour accompagner cette transformation-là doivent avoir comme source fondamentale la jeunesse du pays pour pouvoir pleinement la mobiliser, mais qu'elle soit en mesure d'exprimer un talent dont elle regorge parce qu'elle a été formée à ce point. Donc, vous nous parlez là d'une action concrète que vous menez au Sénégal, la formation donc des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous voulez mettre en œuvre ou que vous allez mettre en œuvre? Vous êtes au pouvoir depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui pourraient servir d'exemple, de modèle à d'autres pays de la région? Oui, en effet, nous avons identifié certains secteurs comme étant des secteurs avec un gros potentiel. Il s'agit de l'agriculture, de l'agro-industrie, mais surtout des compétences sur le plan numérique. Nous avons récemment abrité au Sénégal le forum sur la transformation des systèmes alimentaires. Et l'enjeu, c'est de voir ces plus de 4 millions d'hectares qui ne sont pas encore exploités au Sénégal.
et de dire à ces jeunes que cette agriculture-là est porteur de croissance et porteur de richesse et que vous pouvez apporter une innovation majeure dans cette agriculture en combinant le savoir-faire agricole avec les techniques de digitalisation et de numérisation du secteur. Parlons-en justement de digitalisation, parce que vous parlez régulièrement de souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez annoncé un plan qui est dédié à cela pour votre pays d'un montant de 1,7 milliard de dollars, si je ne me trompe. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire souveraineté numérique aujourd'hui et comment faire du numérique un levier stratégique pour le Sénégal et pour le reste du continent? Nous sommes dans une nouvelle ère de transformation. S'il y a une révolution que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la révolution numérique et qui embrasse tous les métiers. Le New Deal technologique, c'est comme ça que nous l'avons appelé, qui est évalué à 1,7 milliard de dollars, vise 3 choses. La première, c'est la construction d'infrastructures numériques à travers des clouds souverains, des data centers, etc. Et nous entendons faire en sorte qu'il y ait dans le pays assez de connexions pour qu'il n'y ait pas de zone blanche. Mais justement, Monsieur le Président, dans un pays comme beaucoup d'Afrique où justement l'accès à Internet reste limité, est-ce que c'est un pari réaliste, un pari risqué ou une priorité réaliste? C'est déjà une réalité. Au moment où je vous parle, nous avons signé avec un opérateur satellitaire pour qu'avant la fin de cette année, nous soyons en mesure de couvrir l'intégralité du territoire avec une redondance parfaite en connectivité pour de la meilleure qualité. C'est ce que je disais sur le New Deal technologique est basé fondamentalement sur une ressource principale, c'est la connectivité. Et au-delà de l'héritage, parce que le Sénégal ne part pas non plus du néant, il y a énormément de choses qui ont été faites sur le plan de la connectivité avec 6000 km de fibres qui existent déjà. Mais les zones blanches seront couvertes avant la fin de l'année si tout se passe bien parce que le contrat il est déjà signé avec l'opérateur et toutes les formalités ont été faites. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, ce que nous cherchons à faire, c'est de faire comprendre que cet Internet-là, cette connexion-là est un intrant. Et derrière, travailler à la protection des données en les hébergeant localement dans des data centers et des clouds souverains. Après, toutes ces infrastructures-là demanderont à être gouvernées, à être managées. Nous avons, sur ce rapport, nous sommes en train de travailler à mettre en place un hub d'innovation technologique qui vient trouver déjà un parc de technologies numériques de 25 hectares. Basé en Afrique. Exactement, c'est ce que je suis venu plaider l'année dernière quand je théorisais pour la première fois le New Deal technologique. Nous considérons que le Sénégal est un pays qui est extrêmement stable, qui a une excellente position, qui a des ressources humaines de très bonne qualité. Et que tout ce que nous faisons au Sénégal doit être ouvert sur l'Afrique comme étant un hub, non pas pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique dans le cadre de la communauté et de la ZLECAf. Et derrière cet aspect d'infrastructure, de formation, de compétences numériques, il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important, c'est comment faire pour favoriser l'innovation en mettant le cadre légal et réglementaire qui permettent d'accompagner ces New Deal technologiques. Et sous ce rapport, nous avons déjà installé ce que nous avons appelé le GOVNUM, qui est en train d'assurer la gouvernance numérique au Sénégal avec une interaction publique-privée. Et nous avons aussi mis en place le Startup Act et le Sénégal Connect Act pour continuer à pousser l'écosystème numérique du Sénégal qui est très performant à davantage se développer et accompagner la transformation numérique du pays. D'accord. Monsieur le Président, vous avez parlé des ressources humaines. Venons-en aux ressources naturelles. Le Sénégal a découvert il y a quelques années d'importantes réserves de gaz et de pétrole qui vont sans doute changer la face de son économie. Mais certains craignent que le Sénégal ne tombe dans le piège de la rente. Comment éviter cela? Comment éviter la malédiction des ressources et transformer ces revenus en emplois durables pour les jeunes, spécialement, cette jeunesse sénégalaise dont vous parlez? Tout le monde a peur de cette malédiction des ressources. Comment vous la surmontez? D'abord, c'est une alerte que nous avions lancée depuis que nous avons fait ces découvertes-là au Sénégal, avant même le début de l'exploitation. Nous avons cette conviction qu'il ne faut pas tomber dans ce syndrome hollandais qui nous ferait de notre pays
un pays essentiellement dépendant de la rente pétrolière. Ce que nous avons comme ressources en nous, ce que nous avons comme ressources foncières, ce que nous avons comme ressources minérales doit être catalysé par le développement ou l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Et toute la rente pétrolière doit être orientée pour le développement de ces secteurs. Nous avons vu que des pays, notamment du Golfe, qui ont beaucoup plus de ressources gazières ou pétrolières que le Sénégal, ont réussi à diversifier leurs revenus et à s'affranchir véritablement de la rente pétrolière, qui, comme on le sait, est quelque peu fluctuante en termes de prix et peut être très rapidement en baisse par rapport aux attentes. Sous ce rapport, ces revenus, nous avons mis en place le fonds d'investissement stratégique qui est alimenté par un fonds intergénérationnel. Et le fonds intergénérationnel, c'est une partie de ces ressources justement qui est prise, qui est ponctionnée et qui est réservée aux générations à futures. Autant dire donc qu'il faut investir dans des secteurs qui ne sont pas ceux du pétrole et du gaz pour pouvoir permettre à ceux qui viendront demain de profiter de cette rente qu'ils n'ont peut-être pas trouvée. Des projets tels que le champ pétrolier de Sangomar, où GTA en partenariat avec la Mauritanie ont été lancés. Mais au-delà de renforcer la sécurité énergétique du Sénégal, on le voit dans beaucoup de pays d'Afrique comme l'Angola ou le Nigeria, comment réduire la dépendance, en parlant du pétrole justement, comment réduire la dépendance aux produits pétroliers finis, aux importations de produits pétroliers finis. C'est le problème encore. Dans de nombreux pays africains, on a les ressources, mais on est obligé d'importer les produits finis. Comment on adresse cela? D'abord, au Sénégal, nous sommes à un niveau de 30% de mix énergétique. Ce que nous consommons en électricité est composé de 30% d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Mais nous avions déjà, bien avant la découverte du pétrole, ça fait déjà des décennies et des décennies que nous avons une raffinerie au Sénégal. Donc nous importions même du brut pour raffiner et produire des produits finis. À plus forte raison maintenant quand nous produisons. Donc il est important de noter que sous ce rapport, nous avons un projet qui s'appelle la SAR 2.0. La SAR, c'est la Société africaine de raffinage qui a été installée au Sénégal bien avant la découverte du pétrole. Et cette société-là est dans un processus de transformation pour pouvoir non seulement transformer notre production locale et fournir le marché sénégalais, mais aussi fournir le marché africain. Et parallèlement, là, c'est un programme qui va au-delà du simple raffinage, parce qu'à partir de l'exploitation du gaz, nous sommes en mesure de produire de l'urée, d'aller vers la pétrochimie. Et tout ça dans un contexte où nous avons des ressources en phosphate qui sont importantes pour pouvoir être mises en combinaison avec le gaz et produire énormément d'engrais. Donc, au Sénégal aujourd'hui, l'orientation majeure est une orientation de transformation pour ajouter de la valeur aux produits et pouvoir en faire pleinement profiter notre économie et créer massivement des emplois pour la jeunesse. Parlons de l'Afrique un peu plus largement, Monsieur le Président, du marché africain. Malgré la volonté politique qui existe aujourd'hui, l'intégration économique africaine est encore un peu balbutiante. Comment la renforcer davantage et faire du marché unique continental une réalité? On parle du AfCFTA, mais ça reste encore balbutiant. Comment renforcer cela, sachant qu'on a quand même un continent avec des pays à des niveaux différents? Comment faire pour renforcer ce marché unique de la même manière que les Européens l'ont fait il y a quelques décennies de cela? Nous ne partons pas déjà du néant. Il faut prendre en charge les expériences qui ont été une réussite au niveau des communautés. La CEDEAO, quand même, c'était 16 pays dans lesquels il y avait la libre circulation des biens et des personnes. Et au niveau de la zone UEMOA, qui est composée de 7 à 8 pays, c'est une zone avec une monnaie unique, en dehors de la libre circulation des biens et des personnes qui est toujours de mise dans cet ensemble. Derrière, il y a eu d'autres ensembles comme la CEAC et un peu plus vers l'Union maghrébienne. Et la SADC. Oui. Ces ensembles-là étant à des niveaux d'intégration différents, il faut regarder l'ensemble qui a le niveau d'intégration le plus abouti
pour en faire un modèle et une référence pour ce que nous voulons faire au niveau de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Dès lors que l'acte est signé et que nous sommes en plein dedans, il s'agit maintenant de nous investir pleinement dans la matérialisation de la zone de libre-échange africaine. Et nous sommes tous d'accord au niveau des chefs d'État que c'est une nécessité pour permettre une meilleure circulation des personnes et des biens, de renforcer les dynamiques économiques et de favoriser une compétition saine entre les différents pays qui stimule l'investissement, quel que soit le lieu où l'investisseur pourra s'établir en Afrique. Je pense que des avancées majeures ont été accomplies et il faut continuer à bâtir sur ce socle-là pour arriver à faire de la zone de libre-échange économique une vraie réalité. Monsieur le Président, on arrive bientôt à la fin. Je me permets une dernière question en élargissant encore un peu plus. L'Afrique, le Sénégal est au cœur des rivalités entre puissances. La Chine, la Turquie, les États-Unis, l'Europe. Et au Sénégal, on a déjà assisté à une certaine forme de rupture avec des alliés traditionnels comme la France. Mais comment vous positionnez aujourd'hui face aux nouveaux partenaires tels que la Chine pour une relation qui soit plus équitable et plus neutre? Comment naviguer entre ces blocs sans perdre la souveraineté que vous revendiquez aujourd'hui? Comment rétablir, ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé? Il faut d'abord dire que nous sommes en rupture avec aucun État, aucun pays. La France, pour la citer, reste un partenaire traditionnel important pour le Sénégal. Et à titre illustratif, au mois de novembre, nous avons un séminaire intergouvernemental pour la rénovation de notre coopération. Le Sénégal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, depuis 1960, dès 1961-62, nous avions déjà une coopération avec les pays des anciennes républiques sociales soviétiques, du Moyen-Orient et les pays occidentaux. Nous avons toujours été un pays ouvert. Nous le sommes restés davantage et nous sommes plus marqués aujourd'hui par une volonté de souveraineté exprimée et portée par une jeunesse qui porte cette ambition de souveraineté et qui entend la traduire dans le concret. Dans cette perspective d'ouverture, tous les pays sont les bienvenus. Le Sénégal reste ce pays ouvert à l'ensemble des partenariats qui réclament juste deux choses dans chaque partenariat. Un équilibre dans la relation qui permette d'assurer un partenariat équilibré et mutuellement gagnant. Et deux, le respect mutuel, le respect des différences et l'acquis qu'aucune civilisation n'est supérieure et qu'aucune civilisation ne doit être imposée à l'autre. Sous ce rapport, nous pouvons traiter avec tous les pays et c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'ensemble des pays avec lesquels nous sommes en affaires. Aucune civilisation n'est supérieure, le respect mutuel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Please, a round of applause for His Excellency Bassirou Diomaye Faye of Senegal. Merci beaucoup, Monsieur le Président.